On va commencer avec une question de littérature. Une question qui, je crois, nous a tous un peu hantés un jour. Ah oui, laquelle? À la fin d'Anna Karénine, l'héroïne se jette sous un train. Et la question, elle est toute simple. Pourquoi? Est-ce qu'elle voulait vraiment mourir ou c'était juste un acte impulsif? Oui, on peut débattre sans fin. Exactement. Mais Tolstoï, lui, il nous donne jamais la clé. Et la raison, elle est un peu brutale. C'est qu'il n'y a pas de vérité cachée. Anna Karénine, c'est un personnage de fiction, elle n'a pas de profondeur mentale. D'accord. Et le lien avec notre sujet? Imagine une seconde si cette idée, elle s'appliquait aussi à nous, aux êtres humains. Ah, on y vient. C'est la thèse complètement vertigineuse du livre de Nick Chater, The Mind is Flat. L'idée que notre esprit n'a pas de sous-sol, pas de cave remplie de croyances ou de désirs cachés qui attendraient d'être découverts. Selon lui, notre esprit est plutôt un improvisateur de génie. Voilà, il invente tout à la volée. Et c'est là que ça devient fascinant. Notre exploration aujourd'hui, c'est de se confronter à cette idée. C'est radical, il faut le dire. Carrément. Ça remet en question toute notre intuition sur qui on est. On va donc regarder un peu les arguments, les preuves que Chater avance pour dire que notre sentiment d'un monde intérieur riche, complexe, est une illusion. Une illusion spectaculaire, oui. Une sorte de mirage que notre cerveau crée. On va voir comment nos perceptions, nos émotions, même nos choix seraient en fait inventés sur le moment. Commençons par ce qu'on croit le mieux connaître, c'est-à-dire notre propre expérience. On a tous le sentiment de comprendre plus ou moins comment le monde fonctionne. Oui, bien sûr. Mais si je te demandais là maintenant d'expliquer en détail comment ça produit du froid? Je serais bien en difficulté. On le serait tous. Je plaide coupable d'ailleurs. Je viens d'acheter un aspirateur sans fil. Le fameux moteur cyclonique. Ah oui, je vois. Si on me demandait d'expliquer comment ça marche, je serais incapable de dépasser les mots du marketing. Et pourtant, en l'achetant, j'étais convaincue de comprendre. C'est un exemple parfait de ce que Chater appelle l'illusion de la profondeur explicative. Notre sentiment de compréhension est énorme, mais la compréhension réelle, elle est très superficielle. Et c'est pas juste une intuition, ça. Non, ça a été un vrai mur pour les pionniers de l'intelligence artificielle. Dans les années 60, 70, ils pensaient pouvoir programmer le bon sens humain. Et ils ont échoué? Lamentablement. Ils se sont rendus compte que notre connaissance intuitive, c'est pas un système de règles logiques, c'est un patchwork de fragments souvent contradictoires. Comment ça, contradictoire? Par exemple, on sait que si on verse du café, ça éclabousse, mais si on verse du sucre, ça fait un tas. On ne possède pas les principes physiques qui expliquent ça. On a juste des bribes d'expérience. Le bon sens, c'est pas un livre de loi, c'est un album de photos. D'accord, je vois pour la connaissance du monde. Mais là où l'idée devient vraiment dérangeante, c'est quand on l'applique à ce qu'on voit. À la perception directe? Oui, j'ai l'impression là de voir toute la pièce autour de moi, en détail, en couleur, de manière stable. Chater dit que ça, c'est complètement faux. C'est la grande illusion. C'est sans doute l'affirmation la plus contre-intuitive du livre. Et pourtant, les preuves sont assez solides. Les expériences de suivi du regard, l'eye tracking, Oui, mais c'est... elles montrent un truc stupéfiant. À chaque instant, on ne voit clairement qu'une zone minuscule, à peine la taille d'un ongle à bout de bras. C'est la zone où est pointée notre fovea. La partie la plus précise de la rétine. Exactement. Et tout le reste est flou et quasiment sans couleur. Mais attends, comment ça se fait que j'ai l'impression de tout voir? C'est pas flou sur les côtés pour moi. Parce que ton cerveau est un maître de l'illusion. Dès que tu te poses une question, de quelle couleur est ce livre sur l'étagère, tes yeux font une saccade ultra rapide pour pointer la fovea dessus. Ah, d'accord. Et il a la réponse quasi instantanément. Il peut répondre à n'importe quelle question si vite qu'il nous donne l'impression de déjà tout savoir, de déjà tout voir. Il ne stocke pas l'image. Il la génère à la demande. C'est comme s'il faisait du juste-à-temps visuel. Il charge que le pixel que je lui demande au moment où je le demande. C'est une excellente image. Et une expérience de Wang et Pachler le montre de façon encore plus frappante. Ils ont présenté une grille avec des motifs de couleurs différentes. Disons, des cercles rouges et des carrés bleus. Ok. Il s'avère que si on demande aux gens de se concentrer sur la forme des objets rouges, ils deviennent incapables de dire quelle était la couleur des carrés. Pardon? C'est comme si, en se concentrant sur le rouge, Le bleu était effacé de leur conscience. Attendez, c'est fou. Ça veut dire qu'on ne peut même pas voir deux couleurs en même temps. Donc mon cerveau, il saute en permanence d'une info à l'autre si vite que ça crée l'illusion d'une scène complète. c'est une très bonne façon de le résumer. C'est comme s'il faisait du zapping sur la réalité à une vitesse folle. C'est ça. Et c'est pas une faiblesse du système. Au contraire, c'est son incroyable efficacité. Plutôt que de gaspiller de l'énergie à traiter des millions de pixels, il ne traite que le strict nécessaire, à la demande.
Notre conscience est finalement très étroite. Bon, si notre cerveau nous ment sur ce qu'on voit, ça me fait douter de tout le reste. Est-ce que cette logique de construction à la volée, ça s'applique aussi à ce qu'on ressent? Nos émotions, nos convictions, j'ai du mal à accepter que ce soit que des inventions. C'est la réaction la plus naturelle. Pourtant, selon Shaiter, le mécanisme est exactement le même. Prenons les émotions. L'idée reçue, c'est qu'elles viennent de nos profondeurs. On a peur et donc on tremble. Oui, ça semble logique. Le psychologue William James, il y a plus d'un siècle, a inversé ça. Il disait « On ne tremble pas parce qu'on a peur parce qu'on remarque qu'on tremble ». C'est complètement à l'envers. L'émotion, c'est l'interprétation que notre cerveau fait de notre état physiologique dans un contexte donné. Est-ce qu'on peut tromper le cerveau alors, le pousser à créer la mauvaise émotion? Absolument. C'est ce que montre la fameuse expérience du pont suspendu de Dutton et Aron. Raconte. Ils ont fait traverser à des hommes soit un pont suspendu, très haut, qui fait peur, soit un pont bas et solide. Au bout, une femme séduisante les abordait pour un sondage et leur laissait son numéro. Et alors? Le résultat est sans appel. Les hommes qui avaient traversé le pont effrayant étaient beaucoup plus nombreux à la rappeler. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Leur corps était en état d'excitation physiologique, cœur qui bat vite, main moite. À cause de la peur. Oui, mais en rencontrant une femme attirante juste après, leur cerveau a cherché une explication. Et il a conclu « Mon cœur bat la chamade, ce doit être le coup de foudre ». Il a réinterprété l'excitation de la peur comme une attirance romantique. L'émotion a été inventée. D'accord, c'est une astuce assez maligne entre la peur et l'attirance. Mais nos choix, nos justifications, quand je fais un choix, je sais pourquoi je le fais. C'est le résultat d'une délibération, non? C'est ce qu'on croit tous. Mais les travaux de Michael Gazzaniga sur les patients au cerveau divisé sèment un doute immense. Ce sont ces patients dont les deux hémisphères du cerveau ne communiquent plus? C'est ça. Et l'hémisphère gauche gère le langage, alors que le droit est muet. Dans une expérience, on montre une image d'une scène de neige uniquement à l'hémisphère droit et une pâte de poulet à l'hémisphère gauche. Ok. Ensuite, on demande au patient de choisir un objet avec chaque main. La main gauche, contrôlée par l'hémisphère droit qui a vu la neige, choisit Une pelle, logique. Et la droite, la main droite, contrôlée par le gauche qui a vu la pâte, choisit une tête de poulet. Mais c'est là que ça devient incroyable. On demande au patient « Pourquoi avez-vous choisi la pelle ?» Et là, son hémisphère qui parle n'a aucune idée de la raison. Aucune. Il n'a pas vu la neige. Et au lieu de dire « je sais pas », il invente instantanément une explication plausible. « Oh, ben il faut une pelle pour nettoyer le poulailler ?» Attends, c'est dingue. Ça veut dire qu'on a tous en nous une sorte de machine à inventer des justifications? Un service de presse interne qui crée des communiqués pour expliquer nos actions? C'est exactement l'idée. Gazzaniga appelle cet hémisphère gauche l'interprète. Il donne un sens à nos actions, mais ce sens est très souvent une fiction qu'on crée après les faits. Est-ce qu'il y a des expériences qui montrent ça dans des situations plus banales? Oui, c'est le phénomène de la cécité au choix. On demande à des gens de choisir entre deux confitures, disons fraises et abricots. La personne choisit la fraise. Ok. Par un tour de passe-passe, on lui fait goûter la confiture qu'elle n'a pas choisie, l'abricot. Non seulement la plupart des gens ne remarquent rien, Sérieusement, ouais. mais quand on leur demande de justifier leur choix, ils se lancent dans des explications très convaincantes. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est plus fruitée, moins sucrée. Ils justifient avec assurance un choix qu'ils n'ont jamais fait. Là, on touche à quelque chose de fondamental. Si on peut justifier un choix aussi simple qu'on n'a pas fait, qu'est-ce que ça dit sur nos choix politiques, nos convictions profondes? C'est terrifiant. Ça remet beaucoup de choses en perspective. Si l'esprit n'a pas de profondeur pour guider tout ça, s'il n'y a pas de moi authentique qui tire les ficelles, alors comment est-ce qu'on fonctionne? C'est la question à 1 million. La réponse de Chatchel est le cycle de la pensée. Il faut imaginer que notre cerveau ne fait qu'une seule chose à la fois, mais en boucle, et très vite. C'est-à-dire? À chaque instant, il prend un fragment d'info sensorielle, un son, une forme, et il tente de lui donner un sens en le comparant à tout ce qu'il a déjà vécu. Cette interprétation, ce sens trouvé, c'est la pensée consciente. Mais on n'est conscient que du résultat. Seulement du résultat final, jamais du processus. C'est pour ça que les éclairs de génie, les eureka semblent tomber du ciel. Je suis bloqué sur un problème, je l'oublie, et soudain, en faisant la vaisselle, la solution apparaît. Je me suis toujours dit que c'était mon inconscient qui avait bossé en arrière-plan. Chaté dirait que non. Il n'y a pas de travail inconscient. C'est simplement qu'en laissant le problème de côté, tu as nettoyé la mémoire de travail de ton cerveau.
Tu as vidé le cache, en quelque sorte. Exactement. Et en y revenant, même distraitement, le cycle de pensée a refait une tentative d'organisation et, par chance, cette fois, il est tombé sur la bonne combinaison. C'est comme ces images de dalmatiens cachées dans un amas de taches. Ah oui, je vois très bien. On peut fixer l'image pendant 1 minute sans rien voir, et puis, d'un coup, l'animal apparaît. Ce n'est pas un long calcul, c'est une nouvelle tentative d'interprétation qui, cette fois, a fonctionné. Et comment le cerveau fait ses interprétations? S'il ne suit pas des règles logiques, il se base sur quoi? Il se base sur le précédent. Il ne raisonne pas à partir de principes abstraits, il raisonne par analogie. L'exemple le plus parlant, c'est les grands maîtres d'échecs, comme Capablanca. Leur génie ne vient pas d'un calcul surhumain. Non, contrairement au mythe, ils ne calculent pas des dizaines de coups à l'avance. Leur force vient de leur mémoire phénoménale de dizaines de milliers de parties. Donc ils reconnaissent des situations. Exactement. Ils voient une configuration, ils reconnaissent un précédent, et leur cerveau leur suggère intuitivement les quelques mouvements pertinents. C'est de la reconnaissance de forme, pas de logique pure. Donc si je comprends bien, on n'est pas des machines logiques, on est des machines à faire des analogies. Chaque nouvelle pensée, c'est une sorte de réinterprétation créative, un remix de nos expériences passées. C'est ça l'intelligence humaine. En grande partie, oui. Pour Shatter, la puissance de notre intelligence, c'est pas la logique formelle, mais ce qu'il appelle l'élasticité mentale, notre capacité à faire des sauts imaginatifs, à utiliser la métaphore. À comprendre une chose nouvelle en termes d'une chose ancienne. C'est ça. C'est ce qui nous permet de nous adapter. C'est une intelligence fondée sur l'improvisation, la créativité et le recyclage permanent de notre passé. Au fond, si on accepte cette idée, c'est toute notre vision de nous-mêmes qui s'effondre un peu. On passe de l'idée d'un océan intérieur profond, avec ses trésors cachés, à... Ah, celle d'un ruisseau qui crée son chemin à chaque instant? Oui, voilà, il n'y a pas de trésor à trouver, seulement un paysage à inventer. La surface, c'est tout ce qui existe. Nous ne sommes pas des explorateurs de notre monde intérieur, mais les créateurs incessants de ce monde. Exactement. Et ça nous laisse avec une pensée finale pour méditer. Si nos actions ne sont pas dictées par des forces cachées et immuables, si on se réinvente littéralement à chaque pensée, quelle liberté vertigineuse et quelle responsabilité ça nous donne. C'est une bonne question. Si la vie mentale est une improvisation continue, un jeu où on invente les règles au fur et à mesure, la question n'est plus « qui suis-je ?», mais peut-être « qui est-ce que je choisis d'improviser maintenant ?»